The Conversation France. Banlieue, quartier, cité. En France, ces mots ont trop souvent une connotation négative. Ce que l'État français nomme depuis 2018 les quartiers prioritaires de la politique de la ville regroupe 5,4 millions d'habitants, dont 40% ont moins de 25 ans. Mais qu'est-ce qu'un quartier ? En 2017, un groupe de chercheurs s'est associé à 120 jeunes de plusieurs quartiers franciliens pour une recherche participative nommée Pop Art, portée par l'Université Paris-Nanterre. Je suis Cléa Chakraverty et vous écoutez Jeunes de quartier, un podcast produit par The Conversation. Tu parles à qui, toi? Si vous êtes des personnes là, venez, allez traverser les rails, viens. Allez, cassez-vous, Dans le film Bande de filles, sorti en 2014, la réalisatrice Céline Sciamma évoquait la violence des quartiers, dirigée contre les adolescentes, mais aussi une violence qu'elles exerçaient comme seul moyen d'exister et de se confronter au monde. Mais la vie au quartier est aussi faite d'ordinaire, de micro-résistance et de stratégies permettant, quand on est une femme en particulier, de ne pas rester enfermée dans les clichés. Louisa Aoufi, vous avez 21 ans, vous êtes étudiante en STAPS et aujourd'hui vous vivez à Romainville après avoir grandi à Aubervilliers et c'est là que vous avez rencontré l'équipe des chercheurs de Pop Art. Christine Bellavoine, vous êtes sociologue, vous travaillez auprès de la ville de Saint-Denis et vous êtes chercheuse associée au laboratoire La Vue. Vous avez notamment participé à la recherche menée par Pop Art, donc en collaboration avec l'Université Paris-Nanterre. Louisa Aoufi, je ne sais pas si vous avez vu ce film Bande de filles de Céline Sciamma, qui traite donc de jeunes adolescentes qui cherchent leur place dans leur quartier. Pour vous, quand on évoque la violence à l'encontre des jeunes filles, des filles, entre filles et garçons d'ailleurs, qu'est-ce qui vous vient le plus à l'esprit quand on parle de quartier ? Alors moi, ce qui m'évoque tout d'abord, en premier lieu, c'est les clubs sportifs. On peut voir que, par exemple, dans un club de football qui a du coup à Aubervilliers, étant plus jeune, je sais que j'avais quelques amis à moi en fait qui voulaient intégrer ce club-là, sauf que il y avait pas de section filles qui a été mise en place parce qu'il y avait pas. Je sais pas si c'était par manque de moyens ou par manque de filles. Je crois que c'était plus par manque de filles parce qu'en soi, je vois pas pourquoi ça serait pas là quoi. Mais c'est vrai que le football c'est beaucoup plus réputé comme étant un sport masculin, etc. Et puis venant d'une classe populaire. Généralement, son fils, on se dit qu'on va l'inscrire dans un club de foot et puis qu'il va évoluer dans ça et que peut-être un jour, qu'il deviendra un professionnel dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que ces filles-là auraient pu s'épanouir, elles aussi, dans ce club de foot-là. Et puis, se sont sans doute orientées dans un autre sport ou pas du tout. J'ai débuté ma passion, entre guillemets, du tennis de table à Aubervilliers. Et puis, par la suite, ce que j'ai décidé de faire, c'était de changer de sport parce que je voulais voir autre chose. Et donc, j'ai commencé le handball. Et encore une fois, ça n'a pas été un frein pour moi parce que j'étais une fille ou quoi que ce soit. Bien au contraire, il y a des sections pour les filles, tout comme pour les garçons. Il y a des entraîneurs. Les locaux, on les a autant que les garçons. Le matériel dont on a besoin, on les a, quoi. Et puis, non, c'est pas un frein d'être une fille sportive, entre guillemets, à Aubervilliers. Je pense que ça dépend aussi d'un club à un autre, du niveau, des effectifs, de la compétence des entraîneurs aussi. Et puis oui, donc je me suis lancée dans le handball pendant un peu moins d'un an. Et puis j'ai repris le tennis de table dans un autre club, du coup pas Aubervilliers. Et puis voilà, donc après est venue la blessure, bien évidemment. Donc j'en ai eu pour pas mal de temps. Puis là, récemment, j'ai repris le handball dans un autre club encore. Mais voilà, donc je change d'un club à un autre. Merci beaucoup, Louisa. Alors, vous disiez à Aubervilliers, il y avait des filles qui souhaitaient pratiquer certains sports. Moi, j'ai envie de vous faire écouter un petit extrait auquel on pourra vous faire réagir. C'est un documentaire qui s'appelle Footeuse, qui a été diffusé donc, par Media Yard en 2020. Au début, ma mère, elle voulait pas du tout que je fasse du foot, mais vraiment pas du tout. Et des fois, je pleurais, on gagnait, j'étais pas contente parce que je savais que j'allais rentrer chez moi et encore ma mère, elle m'aurait dit ouais, encore le foot, etc. Avec le temps, elle a commencé à s'y faire et elle a commencé à accepter que je fasse du foot. Et depuis qu'elle a accepté, je me sens plus libre. C'est un moyen de m'exprimer.
parce que dans la vie de tous les jours, je suis un peu timide. Du coup, quand je suis sur un terrain, c'est l'endroit où je suis le plus à l'aise. Ça veut dire que je suis une autre personne dès que je suis sur le terrain. Je pourrais jamais vous dire ce qui me plaît dans le jeu, parce que c'est un truc que je ressens que personne, à part un footballeur, peut ressentir. Alors Louisa, qu'est-ce que ça vous évoque, cet extrait de documentaire? Vous évoquiez tout à l'heure des amis qui voulaient faire du foot, qui n'ont pas pu. Là, on entend des jeunes femmes qui finalement réussissent à devenir footballeuses. C'est leur rêve et c'est leur espace de liberté, elles le disent. Comment, pour vous qui êtes sportive et qui avez suivi plusieurs sports différents, hein, vous l'avez dit, le tennis de table, maintenant le handball, comment est-ce que ça peut se traduire aussi parmi vos proches, vos amis, votre famille? Comment est-ce qu'ils le perçoivent, cette envie de faire beaucoup de sport? Vous disiez tout à l'heure, c'est pas forcément évident dans les quartiers, mais ça fonctionne si on a la motivation et s'il y a les effectifs. Alors oui, moi, c'est vrai que j'ai une famille qui m'a toujours soutenue et qui m'a toujours encouragée à faire du sport. Au-delà du fait qu'on est épanoui dans ce qu'on fait, qu'on trouve la motivation pour faire la pratique qu'on souhaite ou de rencontrer d'autres personnes, quoi. C'est vrai qu'il y a aussi le côté santé et que le sport, c'est la santé, entre guillemets. C'est quelque chose qu'il faut transmettre, qu'il faut valoriser parce que c'est vrai qu'on sait que il y a en tout cas plus du côté des filles que des garçons. Le problème, c'est justement de sortir de sa zone de confort, entre guillemets, et que quand j'entends que là, il y a une fille qui nous dit qu'elle est elle-même sur le terrain, que dans sa vie quotidienne, qu'elle est assez timide, fermée, etc., et que sur le terrain, c'est un moyen pour elle de s'ouvrir. Oui, en fait, on n'a pas besoin d'être footballeur, d'ailleurs, pour comprendre ça. N'importe quel sportif peut en témoigner. Quand j'en entends une autre qui dit que le foot, en tout cas la pratique du football, n'a pas été acceptée au départ par ses parents, c'est un peu compréhensible dans le sens où le football, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une pratique qui est plus masculine. Et puis, je comprends cette fille quand elle dit qu'elle est frustrée et que elle s'est battue pour faire ce qu'elle aime. Et c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il faut transmettre. Et c'est ce que tout le monde doit faire en réalité. Ne pas s'attarder sur non, tu fais pas ça parce que t'es comme ça ou parce que c'est comme ça. Et puis, se battre et se dire que ça en vaut la peine. Et puis, en réalité, c'est ce qui nous motive au quotidien, faire ce qu'on aime, ce qui nous plaît. Je me tourne vers vous, Christine, qui avez donc travaillé auprès de 130 jeunes. Comment est-ce que ce que Louisa vient de dire fait écho un petit peu avec vos recherches, cette envie de s'affirmer et de négocier finalement des espaces qui ne sont pas forcément facilement accessibles, on va dire, pour des jeunes filles? Alors c'est vrai que le foot, c'est clairement le sport qui nous a été en tout cas présenté comme celui le plus emblématique des pratiques des jeunes des quartiers avec lesquels nous avons travaillé et surtout des jeunes garçons. Donc c'est vrai que ça correspond bien à ce que tu dis, Louisa, c'est-à-dire un sport d'abord considéré comme un sport de garçons. Mais ce que tu dis montre bien qu'il y a tout un tas d'autres sports qui sont pratiqués aussi dans les quartiers populaires par des garçons, peut-être moins d'ailleurs, par des garçons et par des filles. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que ça illustre aussi quelque chose qu'on a aussi bien identifié, c'est-à-dire que pour beaucoup de garçons, cette contrainte de faire des choses de garçons, entre guillemets, est assez forte, et donc notamment sur le sport, et que nous avons trouvé que cette contrainte pesait beaucoup moins sur les filles, qui étaient plus ouvertes peut-être sur des essais, des envies de faire des choses qui sont peut-être pas, beaucoup moins en tout cas, considérées comme pour filles ou pour garçons. C'est-à-dire qu'il nous semblait que les jeunes filles, vous étiez peut-être dans votre tête plus libres de pratiquer des choses pas seulement sur des critères de genre, quoi. Est-ce que c'est ce que tu as ressenti aussi, Louisa, en grandissant à Aubervilliers? Est-ce que pour toi, se conforter ou se conformer à une norme, comme disait Christine, norme de genre, par exemple, tu l'as ressenti aussi difficilement que les garçons, par exemple? Ou est-ce que tu l'as observé chez les garçons, justement? Alors, c'est vrai que moi, en fait, ces normes de genre ne m'ont pas impactée dans le sens où j'ai toujours pratiqué ce que je voulais pratiquer et le football, c'est vrai que je l'ai pas fait en club,
Mais je jouais au foot en fait avec mes frères, en bas de la maison lorsque j'étais petite, etc. Après, c'est vrai que j'allais pas forcément au City, parce que le City, c'était un endroit qui était plus fréquenté par les garçons et je me voyais pas, moi, aller m'incruster, entre guillemets, là-bas. Alors, qu'est-ce que c'est le City ? Le City, c'est une sorte de stade synthétique installé en fait dans un quartier, quoi. Et donc, au-delà de l'EPS, on rentre à la maison, on a des loisirs, mais on ne s'inscrit pas en club ou on ne va pas faire du sport de soi-même. Et puis, c'est vrai que l'obésité chez les jeunes, ça augmente. Je pense qu'au-delà de l'EPS, s'inscrire en club et avoir une pratique sportive, parce qu'une pratique sportive, il y en a énormément. Et faut juste faire le pas, aller s'informer, voir ce qui nous plaît, etc. Et puis voilà. Et c'est vrai que je pense que ce pas-là est plus fait par les garçons, en tout cas étant plus jeune, ce pas-là est plus fait par les garçons que par les filles. Et qu'est-ce qui vous bloque selon vous ? Vous dites le pas, il est fait plus par les garçons que par les filles. Est-ce que c'est en raison du regard justement des garçons, des parents, de la communauté, la peur d'avoir une réputation un peu bizarre ? C'est un terme qui est revenu souvent dans la recherche, qui a été exprimé par différents jeunes et par les chercheurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est justement, est-ce que c'est ça le frein en fait ? Alors d'avoir une réputation assez bizarre, je ne pense pas, parce que après, c'est vrai qu'une fille qui pratique du foot, etc., à l'extérieur, on les voit souvent plus en jogging, un peu plus masculine, entre guillemets, parce que c'est pas parce qu'on porte un jogging qu'on est assimilé aux hommes, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on va plus dire « Ah, c'est un garçon manqué ». Quand je dis ça, c'est bien évidemment étant plus jeune. « Ah, c'est un garçon manqué », ou « Elle s'assimile un peu plus aux garçons », ou « Reste un peu plus avec les garçons qu'avec les filles dans la cour », ou ce genre de choses. Après, ça, c'est propre au caractère de chacun et chacun est comme il est, quoi. Christine, justement, sur cette question de la réputation, la recherche a montré que c'était quelque chose qui revenait assez souvent. Qu'est-ce que ce terme peut nous apprendre, en fait, de la façon dont les jeunes filles aussi grandissent dans les quartiers ou doivent trouver des stratégies, peut-être, pour éviter d'avoir une mauvaise réputation, si on peut parler de mauvaise réputation ? Alors peut-être avant de parler de la réputation, il faut peut-être parler de l'espace public du quartier et comment il est organisé, qui l'utilise, qui s'y installe. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ça pendant les ateliers, dans les entretiens. Et il s'avère que pour beaucoup d'entre vous, les filles, clairement, c'était les garçons qui s'appropriaient les espaces publics de proximité dans le quartier. Cette appropriation, donc, elle s'accompagne aussi d'un regard porté sur les sœurs, sur les cousines, et un regard porté donc sur la place des filles dans cet espace public. Et ça se fait bien sûr en grandissant, etc. Comme tu dis, Louisa, s'il y a 10 garçons posés quelque part, je vais pas y aller, je vais pas me sentir forcément à l'aise. Et c'est vrai que cette question d'être à l'aise ou pas, plus on grandit, plus elle va être associée au fait des relations filles-garçons, des relations amoureuses, qui s'installent. Et c'est vrai que c'est là que la question de la réputation arrive, parce qu'effectivement, dans la cité, tout le monde se connaît, et c'est vrai que sur la fille va porter peut-être des rumeurs, des réputations qui peuvent arriver aux parents et qui mettent à mal aussi l'éducation des parents, etc. Donc, il y a cette surveillance quand même dans l'espace public. Mais comme tu le dis très bien, il y a des stratégies aussi que certaines d'entre vous nous ont fait part pour être quand même là. Porter des joggings, faire du sport, avoir un comportement dans l'espace public lié à cette pratique-là. Certaines nous ont dit, moi je suis un garçon manqué, effectivement, je peux aller partout. Il y a aussi le fait d'avoir des amitiés qui sont issues d'amitiés de tendre enfance, de longtemps. Donc l'ami est connu des parents, donc là on peut avec cet ami en fait circuler comme un cousin qui annihile un peu, qui fait qu'il y a plus de suspicion de rapport amoureux. Donc il y a quand même pas mal de stratégies, mais c'est vrai que cette réputation, elle est quand même liée aux circulations dans l'espace du quartier. Beaucoup d'entre vous, dans les ateliers, disaient passer devant un café plusieurs fois par jour, ça peut être suspect. Donc, des fois, je fais un détour pour pas le faire.
Après, c'est vrai que cette question des réputations, bah, c'est un gros point. Parce que, bah, étant plus jeune, notamment au collège, après au lycée aussi, ça se fait. Mais c'est vrai que, bah, un rien peut très mal tourner et très, très vite. Et tout se sait en un moindre temps parce que, bah, de bouche à oreille, ça circule très, très, très vite. Et c'est vrai que, bon, on fait attention à sa réputation parce que, bah, forcément, il y a l'image des parents qui est derrière. Il y a notre image avant tout. Et puis, bah, tout se sait. Donc, le frère qui connaît un tel, qui est relié au frère de ma copine, etc. Comme tout se sait, bah, forcément, on doit faire attention à certaines choses, on doit faire attention à son image. Et c'est pas plus mal, parce qu'en soi, c'est ce qui nous fait devenir bah, quelqu'un qui va plus être dans les études, donc plus studieux, qui va aller réviser ses cours au lieu d'aller traîner à droite à gauche, aller faire des bêtises ou n'importe quoi, parce que bah, quand on est ado, bah, en fait, on est plus attiré par l'interdit, entre guillemets, et bah, du coup, voilà. Et c'est vrai que bah, la réputation, c'est quelque chose bah, de très, très important. Et comme je l'ai dit, bah, derrière chaque personne, en fait, il y a les parents, il y a l'éducation, il y a la famille. Et bah, tout ça, c'est important. C'est l'un des piliers de chaque personne. Et puis voilà, après, moi, j'ai pas forcément eu ce genre de problème parce que bah, j'ai toujours fait attention à mon entourage, à mes fréquentations, etc. Parce que bah, les fréquentations, ça joue énormément aussi. Et c'est propre aussi au caractère de chacun, à la naïveté de chacun, etc. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais c'est vrai que bah, j'ai toujours fait attention à mes fréquentations. Donc, ce problème de réputation, enfin, j'en entendais parler, mais j'y prêtais pas attention parce que bah, voilà, ça me regarde pas, quoi. C'est quoi les fréquentations qui peuvent poser problème dans un espace où tout le monde se connaît, par exemple, justement? Les fréquentations qui peuvent poser problème, c'est par exemple ces personnes qui vont bah, nous orienter vers, je sais pas moi, la drogue ou ce genre de choses, parce qu'une fois déjà qu'on rentre dans ça, c'est très 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 difficile d'en ressortir. Une fois qu'on est lancé dans ça, bah, on est mal entouré. Et une fois qu'on est mal entouré, bah, il y a les problèmes de chantage qui vont entrer en jeu, de ces choses de si tu fais pas ça, bah, je vais en parler à ton frère ou à tes parents ou j'en sais rien. Mais bah, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'une fois qu'on est dans cette spirale, bah, c'est très très dur d'en ressortir. Comment est-ce que dans les quartiers dans lesquels vous avez travaillé, Christine, la famille a une place vraiment particulière pour ces jeunes, mais aussi peut-être le poids des différentes cultures, de la religion. Comment est-ce que tout cela vient s'exprimer aussi pour façonner finalement aussi la socialisation des jeunes femmes en tout particulier? Alors pour tout le monde, je crois, l'importance de la famille est quelque chose de réel. Bah, le temps de la jeunesse, c'est ce temps justement où on va s'autonomiser par rapport à la famille, on va réinterroger tout ce qu'on a reçu, on va garder des choses, on va faire son propre chemin avec tout ce qui nous a été transmis. Donc ce qui va être peut-être un petit peu, en tout cas ce que nous on a remarqué dans les entretiens et dans les ateliers qu'on a menés avec vous, c'est qu'effectivement cette famille était d'autant plus importante que déjà beaucoup de jeunes y restent très longtemps. Parce que bah, c'est difficile quand on a des moyens modestes de partir tout de suite, faire des études ailleurs. Même quand on a des emplois précaires, on reste aussi dans la famille. La famille est souvent présentée comme un espace de ressources, de discussion, d'entraide, de soutien. Et c'est vrai qu'on a trouvé une très grande... je ne sais pas comment le dire, peut-être loyauté, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas un attachement, en fait, très fort à ce que vous ont transmis les parents et globalement la famille. Après, ça n'empêche pas que effectivement, ce qui a été transmis, la religion, les valeurs, etc., sont réinterrogés au moment de la jeunesse et chacun... Bah, bricole en fait entre ce qui a été transmis et ce qu'on a envie de devenir. C'est vrai que dans le corpus
avec lequel nous avons travaillé, beaucoup de jeunes se disent pratiquants religieux, mais plus ou moins, selon qu'on est prêt, comme vous le dites souvent, à s'y mettre ou pas, selon qu'on diffère ou pas une pratique plus conforme aux attendus, selon qu'on projette de travailler dans tel ou tel domaine. Par exemple, pour des jeunes femmes, on va pouvoir envisager de mettre le voile ou non. Donc tout ça fait partie de négociations qui correspondent un peu au temps de la jeunesse, en fait. Alors c'est vrai que la famille fait partie de notre socialisation primaire avec l'école, et puis forcément la religion rentre en jeu, notre culture d'origine, et oui, forcément c'est très 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 lié. Et puis après, en grandissant, on va faire des recherches par nous-mêmes, on va s'intéresser à plus ou moins aux autres religions, quoi. Et puis on se fait notre propre avis. Et les valeurs que nous inculque la famille, elles partent ou elles restent, mais la plupart du temps, il y a une grosse partie qui reste parce que on grandit avec, on est imprégné de ces valeurs-là. Et c'est vrai que certaines valeurs peuvent évoluer ou changer, mais la plupart du temps, c'est ce qui fait que on est la personne que l'on est aujourd'hui. Après, c'est vrai que par rapport à l'emploi, par exemple, pour une femme musulmane qui envisage de se voiler ou pas, c'est vrai que va peut-être se poser la question de est-ce que je dois faire tel ou tel métier dans lequel je pourrais ou non porter le voile. Oui, c'est une question qui peut se poser, d'autant plus avec la société actuelle qui se penche énormément sur cette question-là. C'est vrai qu'on peut se poser ce genre de questions. Louisa, peut-être pour recontextualiser pour nos éditeurs, vous-même, vous êtes de confession musulmane ? Alors oui, moi je suis du coup d'origine algérienne et de confession musulmane. Comment est-ce que ces identités pour vous se mélangent et parfois vous interrogent justement ? Alors, la première fois que je me suis interrogée sur mon identité, ça a été lorsque je suis arrivée à la fac. Parce que c'est vrai qu'en primaire, en maternelle, jusqu'au lycée, en fait, j'ai passé toute ma scolarité à Aubervilliers, dans un quartier populaire, dans une ville populaire. Et puis, nous, en fait, on est dans une ville qui est multiculturelle, etc., qui est ouverte, en fait, à tous. On vient aussi à peu près tous de la même classe sociale. Et c'est vrai qu'arrivée à la fac, j'ai décidé donc d'aller à Descartes, donc à Paris. Et j'ai commencé à me poser certaines questions. Après, c'est vrai qu'on a tous notre place, quoi qu'il arrive, parce que on est sélectionné, il y a une grande sélection, etc. On a tous notre place, mais c'est vrai que on n'était pas confrontés aux mêmes personnes. C'est-à-dire qu'on était beaucoup moins mélangés. Quand je dis mélangés, c'est que il y avait beaucoup moins d'origines différentes, alors que nous, en fait, on a été habitués à voir de tout, en fait. Je sais pas moi, des Coréens, des Pakistanais, des Marocains. Et c'est vrai qu'arrivé à Paris, en fait, c'était beaucoup moins, on était beaucoup moins mélangés. Et au niveau des classes sociales, il y avait de tout. Et puis on commence à se dire en fait on n'est pas confronté aux mêmes normes, on n'a pas du coup les mêmes valeurs entre guillemets, même s'il y a toujours les valeurs de la République qui sont les mêmes, mais on n'a pas les mêmes valeurs entre guillemets, la même culture qui est donnée. Donc en fait on voit très vite que même à la fac il y a des groupes. Et généralement, quand on observe ces groupes, c'est des personnes en fait qui se ressemblent. Et par rapport à tout ce que je viens de dire juste avant, mais c'est vrai que au lycée, on ne voyait pas forcément ça de la même manière, et que même lorsqu'il y avait des groupes, c'était plus par affinité. Enfin, il n'y avait pas tout ça qui rentrait en jeu. Et là, j'ai commencé à avoir une différence dans notre manière de se comporter, de parler, même au niveau des goûts musicaux, etc. Et c'est pas forcément quelque chose que je voyais auparavant. Et voilà, après, c'est pas une question au niveau identitaire, enfin au niveau de mon identité, quoi. Mais c'est vrai que j'ai commencé à me dire que on pouvait s'adapter, même en présence de personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes valeurs que nous, qui nous ressemblent pas en tout cas, mais qu'on pouvait tolérer ces personnes, parce que c'est vrai que nous, dans nos quartiers, on nous apprend beaucoup tout ce qui est tolérance, respect, entraide, en tout cas ces valeurs-là, qu'on pouvait du coup tous se mélanger et s'accepter tel qu'on était.
ces questions d'espace public restreint sont effectivement vécues la plupart du temps comme des contraintes, mais beaucoup de jeunes filles, en fait, soit parce qu'elles en ont intégré la valeur, soit parce qu'elles en font de nécessité vertu, en quelque sorte, mais en tout cas, peuvent aussi le vivre comme une possibilité pour elles de se destiner aux études, de différer en fait. Elle diffère un peu cet espace de liberté et cette émancipation. Elle la projette, cette émancipation, par les études, par le travail, et elles peuvent différer en fait le moment où elles pourront être elles-mêmes et faire ce qu'elles veulent en investissant dans la scolarité, dans des espaces de sociabilité autres, etc. Petite question de circonstance, puisqu'on est en 2022, donc année de l'élection présidentielle, aussi des législatives. En tant que jeune femme ayant vécu et grandi dans un quartier populaire francilien, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux représentants de l'État français, en tout cas sur le prochain quinquennat ? Alors, leur dire de prendre plus en considération la place de la femme dans la société, même si c'est un peu compliqué et qu'on va plus vers ça. Encore heureux, j'ai envie de vous le dire, parce que en 2022, on se doit d'aller vers le maximum d'égalité entre les hommes et les femmes, même si ça reste encore compliqué et que ça a toujours été compliqué. Mais il y a des femmes qui se sont battues pour ça, et pas que des femmes, il y a eu des hommes aussi. Mais des personnes, en tout cas, qui se sont battues pour ça, pour l'égalité homme-femme. Et encore aujourd'hui, des personnes qui se battent pour ça. Et je trouve pas ça normal, en fait, qu'il faut se battre, en fait, pour ce genre de choses. Après, c'est la société qui veut ça. C'est la société, c'est notre société en tout cas qui est telle quelle. C'est notre société qui est telle quelle. Sauf que malheureusement, il faut se battre. Et s'il faut se battre pour avoir une égalité salariale, pour ne plus avoir de difficultés ou de peur de sortir comme l'on souhaite, parce que par rapport au regard des autres, pas parce qu'on est une femme et qu'on a peur du regard des hommes ou autre, mais plus par peur de s'affirmer, de montrer qui l'on est face au regard des autres, parce que c'est important. En tout cas, se dire qu'on peut qu'on peut faire en sorte d'avoir un monde meilleur avec des gens meilleurs, même si ça reste un peu compliqué, mais en tout cas qu'on peut le faire, mais tous ensemble. Merci beaucoup Louisa Aoufi, merci Christine Bellavoine. Je rappelle que vous avez écouté donc Jeunes de quartier, un podcast produit par The Conversation France. The Conversation France. In Extenso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'In Extenso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique podcast.